suivez de partout en Afrique, c'est l'heure de vous informer. À la une de ce journal, comment a été gérée la MUGEFSI au cours de l'exercice 2024? La réponse dans cette édition. La CIE a ouvert ses portes à la direction régionale d'Abobo Centre pour une journée porte ouverte dédiée à ses clients et partenaires. En détail dans ce journal. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous informer. À la une de cette édition, une page de mutualité sociale. Comment a été gérée la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI en sigle, au cours de l'exercice 2024? La réponse a été donnée au cours d'une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le jeudi à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères au Plateau. À cette occasion, le conseil d'administration et comité de contrôle partagent la même satisfaction. Ce reportage est commenté par Générosa Quadio. Face aux délégués de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, c'est un conseil d'administration et un comité de contrôle en parfaite symbiose qui ont dit leur satisfaction en ce qui concerne la MUGEFSI pour l'exercice 2024. C'est ce qui ressort de cette assemblée générale ordinaire de la Mutuelle qui s'est tenue ce jeudi à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Le président du conseil d'administration de la MUGEFSI, Paul Nyogbo, a fièrement présenté les résultats des exercices 2024. Il faut le dire, le résultat net global est excédentaire. Il est passé de 2 838 millions de francs CFA à plus de 3 700 millions de francs CFA, soit une hausse de 31,21%. Avec ce résultat remarquable, il faut ajouter d'autres faits marquants de l'exercice tels que l'inauguration et la pose de la première pierre des représentations MUGEFSI, l'obtention de 2 certifications ISO, l'extension de la liste des médicaments remboursables et la réalisation de la 2e édition de la campagne gratuite de bilan de santé. Nous avons eu un excédent budgétaire de près de 3 800 millions de francs CFA. Et nous avons procédé à la répartition de cet excédent budgétaire, de cet excédent de gestion qui se décline en 3 phases. Nous sommes aussi revenus sur la question des dialyses qui est aujourd'hui à 1 750 francs parce que nous nous sommes inscrits dans le réseau du CNPTI. Mais depuis le mois d'avril, l'adhérent paye 20% et la MUGEFSI 80%. Ça, c'est vraiment une avancée considérable. Aujourd'hui, au niveau des cartes, il faut dire que les choses vont de plus en plus vite. Les choses se font de façon facile et puis bon, ça permet quand même aux mutualistes d'être dans des conditions aisées. Une étude actuarielle a révélé les bonnes conditions d'amélioration des prestations susceptibles de maintenir la viabilité financière du régime complémentaire obligatoire à l'issue de l'étude actuariale. Il a été recommandé de fixer le taux de remboursement des médicaments à 80% afin d'améliorer la prise en charge et garantir l'équilibre financier. En actualité également, dans ce même domaine, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la direction des services vétérinaires et du bien-être animal, a organisé le 26 juin à Bassam un atelier de formation des formateurs aux méthodes de bonne gestion des urgences sanitaires liées à la peste porcine africaine. Il s'agit de promouvoir l'adoption par les services vétérinaires de Côte d'Ivoire des principes du GEMP afin d'optimiser la préparation et la réponse aux urgences zoosanitaires avec un accent particulier sur la gestion de la peste porcine africaine. Un retour sur la cérémonie d'ouverture de cette formation avec Pierre Tebeu. La peste porcine africaine constitue une réelle menace pour la filière en Côte d'Ivoire. L'on se souvient de la récente apparition de la maladie entre avril et décembre 2024 qui avait envahi 44 foyers dans la zone à forte densité porcine. C'est pour anticiper et contenir d'éventuels foyers en cas de l'apparition de l'épidémie que le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la direction des services vétérinaires et du bien-être animal, organise cet atelier de formation des formateurs. Alors, donc, cette formation qui porte sur les bonnes pratiques de gestion des urgences
est organisé avec un focus fait sur la peste porcine africaine, parce que c'est une maladie qu'a connue notre pays, la Côte d'Ivoire, au cours donc de l'année 2024, qui a entraîné énormément de pertes en termes d'animaux, ce qui entraîne donc, peut avoir comme conséquence donc une réduction, peut menacer la sécurité alimentaire, peut réduire donc les moyens de subsistance des populations. Donc l'objectif de cette formation, c'est de renforcer la capacité de nos services déconcentrés du ministère des Ressources animales et halieutiques sur les réponses à donner face aux épidémies. Dans ce cas précis, nous faisons face depuis l'année dernière à une épidémie de peste porcine africaine. Il s'agit de présenter une vue sur la gestion des événements de santé animale susceptibles de déclencher des urgences sur la peste porcine africaine. Bref, c'est une formation qui va outiller ces nouveaux formateurs aux méthodes de bonne gestion. Ce que j'ai appris donc, dans ce séminaire-là, c'est les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques en matière d'alerte précoce, donc alerte précoce de la PPA, et la gestion de cette alerte-là jusqu'à ce qu'on puisse retourner au rétablissement. En tant que formé, mission nous a été donnée de former également nos collaborateurs à l'effet de tout ce qui est prévention, lutte vis-à-vis de ces maladies émergentes, notamment la PPA. Cet atelier sur la bonne gestion des urgences est organisé par le ministère des Ressources animales et halieutiques à travers la direction des services vétérinaires et du bien-être animal avec la participation du Centre de gestion des urgences de santé animale et de la FAO. Le comité technique chargé de la mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao a récemment entamé la seconde et dernière phase de vérification des données relatives à la représentativité des organisations de producteurs. L'objectif étant d'aboutir à la création du Collège des producteurs, l'un des 3 collèges constitutifs de l'OIA Café-Cacao. Mon désir, Nascimento. Après un nouvel appel à candidature, 2 organisations se sont inscrites à travers le dépôt de leur statut et règlement intérieur, ainsi que la preuve de leur représentativité auprès du comité technique OIA Café-Cacao. Il s'agit notamment de l'Organisation nationale des producteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire, ONPC-CCI, présidée par Isiaka Diakité, et l'Association des producteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire, ASPCACC de Karim Sermé, dont les organisations ont effectivement reçu la visite de la mission d'évaluation le mardi 10 juin 2025. Cette mission s'est déroulée en présence du président du comité technique de l'OIA Café-Cacao, André Kwasi, qui a rappelé les enjeux liés à la mise en place de l'OIA de la filière café-cacao avant d'inviter ces 2 organisations à réserver un accueil aux agents enquêteurs qui vont parcourir les 13 délégations du Conseil café-cacao afin de vérifier leur existence sur le terrain. Nous sommes avec le cabinet JADES, bien sûr, aujourd'hui dans une seconde étape de notre mission vis-à-vis des OPA, des organisations professionnelles agricoles, pour reprendre le travail qu'on avait fait. Ainsi donc, du 10 au 20 juin 2025, 3 équipes du cabinet d'expertise JAD Expertise ont ainsi parcouru les 13 délégations régionales du Conseil café-cacao afin de vérifier la représentativité de ces 2 OPA. On a un sentiment de soulagement parce que ça fait plusieurs mois que nous travaillons là-dessus. Et savoir qu'aujourd'hui le comité technique est à notre bureau pour contrôler, c'est un soulagement de ouf. Et si on a des doléances, que le comité technique fasse en sorte que l'OIA soit le plus inclusif possible. On a vraiment été agacés mais passionnés par les questions qui ont été posées parce que c'était des questions vraiment techniques pour que nous arrivons à démontrer comment le travail a été fait, notre approche, arriver à démontrer notre légitimité et notre poids économique. À toutes les étapes, après avoir vérifié la documentation attestant du nombre de membres et du niveau de production déclaré par chaque organisation, le cabinet a dressé des procès-verbaux qui seront analysés et assortis de recommandations au comité technique OIA Café-Cacao pour la suite du processus.
Rappelons que ce collège des producteurs sera constitué de producteurs individuels et d'organisations revendiquant au moins 15% de la production de café cacao et également 15% du nombre total de producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, estimé à un peu plus d'1 million de personnes. Poursuivons cette édition. La Commission environnement des affaires et compétitivité de la CGC a organisé dans le cadre de ses activités un atelier de formation sur l'accès à l'information d'intérêt public le jeudi 26 juin à la Maison de l'entreprise. Ce workshop a été dirigé par la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Il visait à renforcer les compétences des membres du patronat quant à la recherche et l'obtention des informations publiques en vue de booster leurs entreprises. Suivons ensemble un résumé de cet atelier fait par notre reporter Philippe Zabo. La Commission environnement des affaires et compétitivité de la CGC a sollicité l'appui de la KIDP pour s'informer sur le processus d'acquisition des informations d'intérêt public. Cette démarche souligne l'importance de la question pour une meilleure compétitivité des entreprises. Selon Peter Drucker, consultant américain en management d'entreprise, l'information est le carburant du succès entrepreneurial. Une citation qui reflète parfaitement la réalité de la Commission. Je voudrais vraiment d'abord remercier la CGC qui nous a donné cette occasion ce matin de venir parler des missions de la KIDP, c'est-à-dire veiller au respect et à l'application de la loi. Et comme vous le savez, le secteur privé est un acteur incontournable pour le développement de la Côte d'Ivoire, et que ce secteur a besoin aussi d'avoir un environnement attractif. Et le fait d'avoir un organisme comme la KIDP, qui est une autorité administrative indépendante, qui est là pour veiller à ce que le secteur privé, y compris tous les citoyens, aient accès à l'information dont ils ont besoin. Et dans ce cadre précis, ils en ont besoin pour développer leur affaire. L'information est clé, l'accès à la donnée est clé. Et un cadre de communication d'informations sûre, exhaustif, assaini, contrôlé est capital pour la bonne marche d'une entreprise. Et c'est ce que nous avons souhaité pouvoir connaître. L'État a mis un certain nombre de dispositions pour le citoyen, mais en particulier pour le secteur privé. Et il était important pour nous de venir à l'information, de connaître l'information, de pouvoir en tirer les intérêts nécessaires pour le développement du secteur privé et au travers justement de ce dispositif qui existe, voir comment nous pouvions capitaliser sur ces leviers-là pour améliorer la compétitivité du secteur privé. La séance de renforcement de capacité s'est déroulée par des présentations des experts de la KIDP, puis par des échanges sous forme de questions-réponses. Toujours en actualité, le jeudi 26 juin 2025, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, en acronyme, a ouvert ses portes à la direction régionale d'Abobo Centre pour une journée porte ouverte dédiée à ses clients et partenaires. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration des 35 années d'existence de l'entreprise. Une occasion idéale pour mettre en avant les innovations et les améliorations apportées aux services proposés. Ce reportage est signé Michel Brou. À la direction régionale d'Abobo Centre, les journées portes ouvertes ont attiré de nombreux visiteurs désireux de découvrir les coulisses de la CIE et de s'informer sur les nouvelles offres et services disponibles. Les responsables de l'agence ont présenté les avancées technologiques mises en place pour améliorer la qualité de l'électricité et répondre aux besoins croissants des consommateurs. Des démonstrations interactives ont permis aux participants de mieux comprendre les processus de production et de distribution de l'électricité ainsi que les efforts déployés pour garantir une fourniture continue et fiable. Les 35 ans de la CIE n'étaient pas seulement une célébration du passé, mais également un tournant vers l'avenir. On a plein de canaux pour faciliter nos clients à avoir accès rapidement au centre de relation client et par ricochet aux différents services de la CIE. Même pour pouvoir aller plus vite, on a même au niveau du centre de relations clients mis sur pied le dépannage à distance qui nous permet aujourd'hui de dépanner autour de 25% des clients qui nous appellent, on les satisfait déjà à distance. Concernant les innovations, nous avons déjà le LLM Marcel IA qui est destiné aux collaborateurs, qui leur permet de poser des questions sur différents sujets
par rapport à leur secteur d'activité et de pouvoir avoir des réponses pour les aider dans leur travail quotidien. On a l'application VIPI-Drone qui aide les collaborateurs qui travaillent sur la haute tension à faire des visites à l'aide de drones sur les lignes HTB pour détecter les défauts et pour permettre de faire justement la surveillance et la maintenance de ces lignes en question. La présidente du comité d'organisation a saisi l'opportunité pour rappeler l'importance de ces activités et dévoiler les perspectives. À travers ces journées portes ouvertes que nous avons commencé depuis le lundi 23 juin dernier par Cocody, le mardi par Bingerville, le mercredi par Yopougon et aujourd'hui nous sommes dans la belle commune d'Abobo. Cette journée porte ouverte a été un franc succès célébrant non seulement les 35 ans d'engagement de la CIE envers ses clients, mais aussi l'avenir de la compagnie. Les innovations présentées témoignent d'une volonté constante d'amélioration et d'adaptation aux besoins des consommateurs, consolidant ainsi la position de la CIE comme un acteur incontournable du secteur électrique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap peinent encore à s'insérer durablement dans le monde professionnel. Pour inverser cette tendance, un atelier de sensibilisation à l'endroit des responsables des ressources humaines s'est tenu le jeudi 26 juin à Abidjan. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme pour l'emploi et la promotion des PME soutenu par la coopération allemande à travers le projet Invest for Jobs. Au cœur des échanges, le cadre légal, les avantages fiscaux et les mécanismes d'accompagnement pour favoriser un recrutement inclusif. Konena Norgo. Les personnes handicapées sont encore trop peu visibles dans les entreprises, malgré les mécanismes d'incitation prévus par l'État à la faveur des entreprises. Pour changer la donne, le projet Invest for Jobs mise sur l'information et la sensibilisation des directeurs des ressources humaines. Et c'est là tout le sens de l'atelier de ce jeudi 26 juin 2025 à Abidjan, portant sur les avantages et les mécanismes d'accompagnement prévus pour les entreprises d'embauche. En fait, pour imaginer un peu la situation, c'est comme un monsieur qui a un compte bancaire bourré, mais qui n'a pas de carte d'accès à son compte. Pour dire qu'on a toute une batterie de dispositifs, mais qui, à la rigueur, ne sont pas mis en place et on a l'impression que rien n'est fait. C'est un constat général que l'on fait depuis plusieurs années. On s'est aperçu que déjà c'était très compliqué pour des jeunes hommes et des jeunes femmes, je dirais en état physique normal, de trouver un emploi, mais c'était encore beaucoup plus compliqué pour les personnes handicapées. Et depuis plusieurs années, mon équipe et moi, on a cherché des solutions. Comment est-ce qu'on pourrait offrir aussi une chance de se former, une chance de trouver un emploi décent pour les personnes handicapées dans les entreprises ivoiriennes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un fossé très important entre ce que les jeunes handicapés voudraient faire et ce que les entreprises peuvent faire et voudraient faire aussi. Lors de cet atelier, le cadre légal et réglementaire a été rappelé. Ratification de la Convention 159 du BIT, création d'un fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, et surtout des incitations fiscales. Ce n'est pas seulement les personnes en situation de handicap. Quand une entreprise recrute un Ivoirien, il y a un accompagnement en termes d'allègement fiscal. Mais pour les personnes en situation de handicap, le montant est relevé à la hausse. En fait, c'est pour encourager le recrutement des personnes en situation de handicap. Informer pour convaincre, sensibiliser pour inclure. Un pari que le projet Invest for Jobs compte bien réussir en Côte d'Ivoire grâce au financement de la coopération allemande et le soutien technique de la GIZ. Autre chose, la deuxième journée de la 5e édition des JFP, journée de la fonction publique, ont été marquées par la distinction au grade de commandeur, officier et chevalier de l'ordre du mérite de la fonction publique. Ces vaillants travailleurs de l'État de Côte d'Ivoire ont avec loyauté et abnégation bravé le temps et les difficultés du monde du travail pour donner à l'administration ivoirienne ses lettres de noblesse. Devant collègues, parents et amis, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, leur a apposé les distinctions correspondantes, nous dit Mondésir Nassimanto. Célébrer les mérites des serviteurs de l'État, c'est aussi bâtir une fonction publique plus forte, plus humaine et résolument tournée vers la modernisation. Et l'occasion de la deuxième journée des JFP 2025 a vu la distinction
de 230 agents de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Au total, 17 commandeurs, 67 agents faits officiers et plus d'une centaine d'agents élevés au grade de chevalier de l'ordre du mérite de la fonction publique. Des femmes et des hommes qui, par leur loyauté, leur engagement et leur dévouement, ont contribué à hisser l'administration ivoirienne à un niveau d'excellence. Ils ont su braver les défis du monde du travail avec abnégation, faisant honneur à la fonction publique. Je suis très heureux pour cette médaille. Vraiment, c'est un honneur et c'est une grande gratitude de la part de ma patronne qui m'a vraiment honoré. Et ça, pour le travail abattu, je dis merci à ma patronne. Je suis très heureux, mon frère. Je dirais que je ne suis pas encore arrivé. Je vais continuer à me battre pour servir la nation. Je vais continuer à servir ma patronne. Et c'est un honneur parce que cette médaille-là, devant mes enfants, je dirais un jour, papa a travaillé. Il a travaillé pour vous. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Déjà, il faut féliciter l'État de Côte d'Ivoire et à travers l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration qui a institué cette décoration pour valoriser les agents de l'État. Et c'est une reconnaissance déjà aux Tout-Puissants et à nos parents, à notre famille, pour tout leur soutien, sans oublier que c'est une distinction individuelle, mais en réalité c'est un travail collectif, donc il ne faut pas oublier de remercier tous nos supérieurs hiérarchiques. En honorant ces 230 agents, la Côte d'Ivoire célèbre bien plus que des carrières. Elle consacre des parcours de fidélité, de résilience et de service, tout en traçant la voie d'une fonction publique d'excellence, inspirante pour les générations à venir. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, près d'une centaine de jeunes hommes et femmes se sont mis en coopérative pour promouvoir le riz Made in Côte d'Ivoire. Après 10 mois d'exercice, ils ont décidé de mettre en lumière leur bilan pour mieux séduire des bailleurs. Les détails dans cet élément. L'objectif de la Socodaril, société coopérative des distributeurs et acheteurs de riz local, vise non seulement d'apporter sa participation à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, mais aussi de faire la promotion du riz local. Pour cela, les membres de la dite organisation ont tenu ce lundi 23 juin 2025 au marché de Gros de Boaké leur première assemblée générale ordinaire. Comme nous sommes beaucoup, d'abord nous sommes beaucoup, et puis c'est régi par nos tests. Donc forcément, chaque année nous devons faire notre bilan. Nous voudrons d'abord avoir notre marque de riz d'abord. Et puis, comme l'objectif de l'État, c'est l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire, aider les paysans pour que nous puissions être autosuffisants. Madame Kouedio Eliane, agent d'administration et représentante de la directrice régionale de l'agriculture, a d'abord félicité la Socodaril pour son bilan classé satisfaisant avant de suggérer quelques observations considérables. Une très jeune coopérative datant de moins d'1 an qui a ce bilan, je pense que c'est très encourageant. Nous leur tirons le chapeau, nous les félicitons pour tout le travail qu'ils ont eu avant. Il faudrait chercher à se former, parce que quand on est bien formé, les choses se passent encore plus aisément. Donc qu'ils se fassent former pour que chacun connaisse le rôle, que chacun joue le rôle qu'il doit jouer au sein de la coopérative et au sein de la communauté. La Socodaril s'est fixé l'objectif de doubler son chiffre d'affaires et d'élargir sa zone de couverture si les partenaires financiers leur accordent du fonds de fonctionnement. À Yamoussoukro, le jeudi 19 juin dernier, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, PICD, avait organisé une conférence de presse en présence d'une délégation ghanéenne. Une rencontre stratégique qui marque un nouveau tournant dans la coopération régionale pour une filière cacao plus équitable et respectueuse des droits humains, nous informe Charles Kouakou et Soro Estelle. Cette conférence fait suite à l'atelier organisé avec l'appui des partenaires allemands de la GIZ, qui a accueilli du 15 au 19 juin 2025 à Yamoussoukro une délégation du Ghana JCCP pour une stratégie visant à renforcer la coopération entre les deux plateformes de la société civile engagées pour un cacao durable et équitable en Afrique de l'Ouest. Au programme, une visite de terrain dans une exploitation biologique suivie d'une discussion autour des 4 priorités. Le revenu vital des producteurs, la lutte contre la déforestation,
la protection des enfants et la bonne gouvernance dans la filière. Les deux plateformes ont publié une déclaration conjointe appelant à des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des cacaoculteurs. Nous constatons que nos deux pays, les acteurs rencontrent les mêmes défis. Et donc, il est pour nous très facile de pouvoir adresser ces défis-là et puis de trouver des solutions communes. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et c'est ce que nous avons fait durant ces 2 jours. Farmers want to emphasize on is decommoditization of the cocoa. Yeah. We want the whole world not to see cocoa as a commodity, but to get a base price on which price will be set. And there should also be transparency in setting the price of cocoa. Une certaine justice dans la fixation. If the price of cocoa is good for the farmer, we can produce sustainably, we will avoid child labor, nous pouvons produire d'une très bonne manière et éviter tout ce qui est défini au travail des enfants et pourquoi pas aussi se conformer à tout ce qui est régulation. Face aux défis, les deux pays veulent désormais parler d'une même voix. Depuis sa création en 2022 à Grand Bassam, la plateforme de la société civile africaine pour le cacao durable entend défendre les droits des producteurs sur la scène internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile. Au revoir.